Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, chargé de la recherche et de l'innovation, et depuis quelques jours, depuis mardi exactement, les centres Tolbiac et Censier à Paris, deux universités importantes, ont rejoint les lycéens qui eux-mêmes ont rejoint les Gilets jaunes. Combien de facs aujourd'hui sont touchés par le mouvement ? Alors, c'est les deux que vous venez de citer. Et puis, il y a deux des assemblées générales qui ont été programmées. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les facs ont rejoint les étudiants ou les Gilets jaunes. Je dis qu'elles sont touchées par le mouvement. Hein. Voilà, absolument. Je crois que c'est des discussions qui ont lieu en ce moment. Ça ne vous inquiète pas ? Dans les universités non, parce que les universités, traditionnellement, sont des lieux où on débat. Ce qui est très clair, c'est que les communautés ont été très touchées l'année dernière. Hein. Je rappelle les énormes dégâts qui ont eu lieu dans les établissements. Plus de 7 millions d'euros pour remettre les établissements en état cet été pour que la rentrée se passe bien. La rentrée s'est bien passée. Et vous voulez que ça calme j'allais dire les suivants. Luc Ferry, qui était à votre place il y a 2 jours et qui a été ministre de l'Éducation, disait quand les lycéens, à l'époque les étudiants n'avaient pas commencé à s'agiter, quand les lycéens sortent, c'est très dangereux. Alors, ce qui est très dangereux et ce qu'on observe, c'est le niveau de violence avec lequel les lycéens sont en train de sortir. Le nombre de lycées touchés n'est pas énorme par rapport à la quantité de lycées en France. Mais c'est Par violent. contre, c'est très violent et c'est en première intention très violent. Et ça interroge d'ailleurs sur la violence comme nouveau mode d'expression. Et c'est pour ça que c'est très important que, globalement, les adultes, le corps enseignant, les proviseurs, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, appellent au calme, assument leurs responsabilités vis-à-vis de ces jeunes qui, souvent, sont des mineurs. Parmi les revendications, y compris celles des Gilets jaunes, on a vu des sondages circuler, des questionnaires circuler, on parle de la suppression de Parcoursup. Quel bilan est-ce que vous avez fait de Parcoursup ? Non, la suppression de Parcoursup, je pense que c'est quelque chose qui est revenu effectivement et qu'on a vu passer. C'est sur quelques questionnaires. Le premier, avec 42 questions, il y avait suppression de Parcoursup. Bon, je crois que là encore, il n'est pas question de supprimer d'une façon générale ce qui permet de mieux orienter notre jeunesse aujourd'hui. Mais quel bilan avez-vous tiré ? C'est le bilan qui en a été fait. C'est un bilan qui est maintenant chiffré. C'est 27 000 jeunes de plus qui ont trouvé leur place dans l'enseignement supérieur. C'est un taux de satisfaction des étudiants par rapport aux nouveaux modes d'accueil qui leur sont proposés dans les universités. Un très grand niveau de satisfaction par rapport à tout l'accompagnement qui a été mis en place. C'est bien sûr, et ça j'ai eu l'occasion de le dire, notamment en termes de calendrier. Et on fera des annonces très prochainement sur les nouvelles dates. Amélioration, mais pas de suppression. Non, évidemment. pas de suppression. Non. Dans cette crise des Gilets jaunes, est-ce que Emmanuel Macron doit parler ? Emmanuel Macron parlera lorsqu'il aura envie de s'exprimer. Je crois que ce qui est très important, c'est que tout le gouvernement soit à l'écoute de ce qui est en train de se passer dans le pays. Et au-delà, ce qui est extrêmement important aussi, c'est que tout le monde prenne ses responsabilités. Ce qu'on observe, c'est qu'on est parti d'un mouvement qui était un mouvement de la base, du terrain, avec des gens qui exprimaient de réelles souffrances, et qu'aujourd'hui, on en est arrivé à des appels à envahir l'Élysée, à ce qu'on a vu samedi dernier sur l'Arc de Triomphe. Et donc je crois que le moment est grave, et que ce qui est vraiment en danger, c'est la démocratie représentative. C'est ça qui est attaqué par certains. Vous reprenez le mot de factieux ? Je dirais que les choses ont beaucoup évolué et les Gilets jaunes de départ, si je puis dire, ne se retrouvent pas dans ce qui est en train de se passer. Encore. Ils ont un soutien très large de la population française encore. Ils ont un soutien par rapport à leurs revendications initiales. Je ne pense pas, en tout cas j'espère, je suis même convaincue que la population française ne soutient pas les violences qui se sont passées samedi. Vous dites que le gouvernement est à l'écoute. Ce qui est important, c'est que le gouvernement soit à l'écoute des revendications des Gilets jaunes et de la population française. Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a corrigé, au fond, Édouard Philippe, par exemple sur cette séquence un peu étrange du report de la taxe carbone qui devient une suspension après avoir été un moratoire et qui devient finalement une annulation, non plus pour 6 mois, mais pour 1 an. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Non, mais là, je crois encore que c'est une polémique qui émerge et qui n'a pas lieu d'être. Si vous écoutez ce qu'a dit le Premier ministre hier devant l'Assemblée nationale, c'était très clair. C'est dans le projet de loi de finances 2019, nous ne mettons pas les taxes, ce qui fait que de fait, elles n'existent pas, parce que nous entamons une grande concertation avec l'ensemble des Français, à la fois nationale, mais aussi au niveau des territoires. Il faut bien comprendre que la transition écologique, ce n'est pas un choix, et que nous devons, la manière de le faire, peut-être nous devons vraiment mettre en place cette transition. Ce que nous avons proposé, c'est de parler avec nos concitoyens de manière à voir comment est-ce que l'on peut accompagner socialement, lorsque c'est nécessaire, cette transition écologique que nous souhaitons évidemment faire parce qu'elle est nécessaire. Et ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'était très clair. Alors, non, ce n'était pas très clair. Pardon de vous interrompre, mais ce n'était pas très clair. Écoutez, puisque le président de la République a dû dire les choses plus... La séquence complète se termine d'ailleurs hier soir sur BFM TV, puisque c'est François de Rugy qui dit « Je viens d'avoir le président de la République au téléphone et il me dit c'est une suspension ». Donc ça n'était pas très clair. Absolument, je ne suis pas d'accord avec vous. C'était très clair. Quand le Premier ministre dit dans le projet de loi de finances il n'y aura plus de mention de ces taxes, le Premier ministre avait dit. Ça veut dire qu'effectivement, pour 2019, il n'est pas question de ces taxes. Et ce que le Premier ministre a ajouté, c'est nous allons faire cette concertation et nous regarderons comment faire cette transition écologique. Soit on a les mesures d'accompagnement social qui conviennent et on met les taxes dans le PLF rectificatif, soit, et il l'a dit très clairement, on ne les remettra pas. Donc je crois que ce sujet de polémique, une fois de plus, éclipse le fond. Le fond, c'est que la première revendication, c'était que l'on entende la difficulté de certains à pouvoir supporter ces taxes socialement. Ras-le-bol fiscal. Nous avons entendu cette difficulté, nous proposons des solutions et une méthode, et il n'y a vraiment rien de différent entre ce qu'a dit François de Rugy et ce qu'a dit le Premier ministre. Je crois que ce qu'a voulu dire François de Rugy hier soir, c'est que la défiance envers les politiques en général est telle que peut-être que simplement dire ça n'est pas dans le projet de loi de finances initial, ça n'est pas suffisant pour être compris. Il y a un autre sujet qui a créé un peu de polémique hier, c'est l'éventuel retour sur la suppression de l'ISF. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui devra venir sur la table? L'Élysée, là encore, a fermé le débat hier soir en disant il n'y aura pas de retour à l'ISF. Est-ce qu'il faut que ce sujet vienne un jour sur la table? Non, alors là encore, je crois que le Premier ministre a été très clair hier aussi dans son intervention. Il a dit que, comme toutes les mesures, le rôle du Parlement est de vérifier la pertinence des mesures prises et qu'il ne craignait pas cette évaluation. Je crois que quand il a dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire que vous pensez que l'évaluation peut conduire à un éventuel rétablissement, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Quand on dit qu'on ne craint pas une évaluation, ça veut dire que les indicateurs que nous avons montrent qu'il y a un réinvestissement. Tout ça ne donne pas quand même une impression de maîtrise parfaite de... Je vais reprendre cette expression un peu galvaudée, des horloges, comme Emmanuel Macron prétendait l'être. Est-ce que le gouvernement n'est pas très bousculé par cette crise? Le gouvernement est extrêmement soudé, extrêmement uni. On travaille en équipe depuis 18 mois. On travaille auprès du Premier ministre pour être présente dans les différentes réunions, y compris en Conseil des ministres. Je vous assure que la cohérence est complète. Ce qui est très clair, c'est que parfois, l'expression n'est pas suffisamment comprise et puis surtout, il y a une telle envie, un tel besoin presque de polémique que, voilà, si on pouvait évidemment faire la démonstration que le président et le Premier ministre ne disent pas la même chose, ce serait tellement agréable. C'est pas ça le problème des Français, je crois, aujourd'hui. Et je crois qu'il vaut mieux écouter les vrais problèmes des Français. Une question qui n'est pas forcément dans le cadre du vrai problème des Français, mais tout de même qui crée un peu de polémique. Danielle Obono, une députée de la France Insoumise, a été nommée au conseil d'administration d'une des unités de la Sorbonne, cette grande université historique. Qui l'a nommée et pourquoi faire? Alors, ce sont des nominations classiques, si je peux dire. Les différents conseils de gestion et conseils d'administration ont des personnalités extérieures qualifiées. Donc, qui la nomme? C'est pas une nomination du tout, c'est une proposition qui a été faite par le doyen de la faculté.
et qui a été adopté par l'ensemble du Conseil. Et ça vous pose un problème? Ça ne me pose pas de problème. Moi, à partir du moment... C'est une députée qui est très... habituée aux polémiques, qui aime cliver. Est-ce que bien de la même façon est-ce qu'elle a les qualités pour, dans un conseil d'administration, apporter... Alors, on est vraiment au niveau d'un conseil de gestion. C'est le choix de ce conseil de gestion. Et de la même façon, si ce conseil de gestion estime que sa place n'est plus là... Donc vous n'avez pas votre mot à dire. Quelqu'un d'autre. Vous, ministre, vous n'avez pas votre mot à dire. Ah non, absolument pas. Et c'est très important. Hein. Ce que fait le ministère, c'est qu'il fixe le cadre et l'organisation des différents conseils. Ensuite, les gens prennent dans les universités le conseil de qui ils souhaitent. Merci beaucoup, Frédérique Vidal. Je vous en prie.